Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers complexe et fascinant de Michel-Ange. Cette figure emblématique de la Renaissance est surtout connue pour ses sculptures monumentales et ses fresques magistrales. Si vous découvrez cette chaîne, je vous propose de porter un autre regard, de parler d'art, d'histoire et donc d'histoire de l'art. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous voulez que j'aborde un style, une œuvre ou un artiste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aujourd'hui, plutôt que de revisiter la chapelle Sixtine, nous allons nous intéresser à deux sculptures particulières qui incarnent à elles seules toute la complexité de l'âme humaine, les esclaves. À l'origine, ces statues, elles étaient destinées à orner le tombeau du pape Jules II. C'était un projet monumental qui finalement n'a jamais vu le jour tel qu'il a été conçu. Initialement, il était prévu pour accueillir plus de 40 statues. Ce tombeau devait être l'une des créations les plus ambitieuses de la Renaissance. Mais les aléas politiques et financiers ont contraint Michel-Ange à réduire ses ambitions, laissant finalement à la postérité des œuvres inachevées. Et ces œuvres, elles n'en demeurent pas moins exceptionnelles. Alors, qui était le pape Jules II ? Eh bien, c'est l'un des plus grands mécènes de la Renaissance. Jules II, né Giuliano della Rovere en 1443, était l'un des papes les plus influents de la Renaissance. Il était originaire d'une famille modeste de Ligurie, la région de Gênes. Et il fut élevé par son oncle, le futur pape Sixte IV, qui de fait lui assura une éducation religieuse et lui ouvrit les portes d'une carrière ecclésiastique prometteuse. Élu pape en 1503, Jules II se distingua rapidement par sa personnalité énergique et son ambition sans bornes. On l'a surnommé le pape guerrier. Il n'hésita pas à prendre les armes pour défendre et étendre les États pontificaux, consolidant ainsi le pouvoir temporel de l'Église. Je l'ai dit, Jules II fut l'un des plus grands mécènes de la Renaissance. Il voyait l'art comme un outil de pouvoir, un moyen de renforcer l'influence de l'Église et évidemment d'immortaliser son propre nom. C'est donc dans cette optique qu'il fit appel aux plus grands artistes de son temps. C'est à Jules II d'ailleurs que l'on doit l'aboutissement de plusieurs projets antérieurs qui n'avaient pas été aboutis, comme la reconstruction de la basilique Saint-Pierre, qu'il a notamment financée par des indulgences. Et c'est un fait très important pour comprendre la révolution de l'art au XVIIe siècle. Mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo. C'est aussi lui qui fit appel à Raphaël pour décorer les appartements papaux du Vatican. C'est lui qui demande à Michel-Ange de peindre les plafonds de la chapelle Sixtine. C'est lui qui confia l'agrandissement du Vatican à Bramante. Alors, pour aboutir son ambition, il lui fallait bien sûr un tombeau hors norme. Son tombeau, c'est un projet architectural monumental inachevé. Conçu par Michel-Ange à l'origine pour la basilique Saint-Pierre de Rome, son tombeau finit par être réalisé comme un cénotaphe incomplet à la basilique Saint-Pierre aux Liens. Michel-Ange travailla sur ce projet de manière intermittente pendant près de 40 ans, entre 1505 et 1545. Ce tombeau, il reflète le désir de Jules II d'atteindre une gloire posthume, et son iconographie cherche à établir une comparaison entre le pape et un empereur romain, tout en mettant en valeur évidemment l'importance historique de son pontificat. C'est à la fois un symbole de l'autorité papale et une continuité avec la grandeur de l'Empire romain. 2 ans après son élection comme pape, Jules II eut écho des talents de sculpteur d'un jeune Florentin d'à peine 30 ans. Il venait de réaliser une immense sculpture de David. Dès 1505 donc, Michel-Ange est convoqué à Rome par le pape. Le sculpteur fut ainsi chargé directement par Jules II lui-même de réaliser son monument sépulcral. Et cette commande initialement exaltante pour Michel-Ange s'accompagna rapidement des frustrations dues aux multiples reports et aux modifications du projet. Ces 40 années, elles furent marquées par des interruptions, des réductions successives de l'ampleur du monument et d'une profonde agitation pour l'artiste. Il qualifia lui-même cette entreprise de tragédie de sa vie. Son biographe Asciano Condivi décrit d'ailleurs ce projet comme une source inépuisable de tourments, d'obstacles et de remords pour Michel-Ange.
Un projet finalement alimenté par des intrigues et des obstacles financiers auxquels il est dû faire face. Le projet initial de 1505 prévoyait un mausolée monumental, isolé, de plus de 10 mètres de long sur un peu plus de 7 mètres de large. Il devait être composé de 3 niveaux, avec plus de 40 statues. Certaines d'entre elles devaient être des figures allégoriques et d'autres des prophètes. Ce premier projet, extrêmement ambitieux, ne pouvait trouver place que dans la nouvelle basilique Saint-Pierre alors en projet. L'architecture initiale du tombeau, donc, empruntait des éléments aux monuments funéraires de l'Antiquité, comme le montre cette reconstitution 3D d'après les dessins préparatoires. La structure va dans le sens du désir de Jules II de se positionner comme un héritier de la grandeur impériale de Rome. La superposition des ordres classiques, la verticalité du monument visait à exprimer la hiérarchie céleste. Les niches et les piliers créaient un rythme visuel rappelant les arcs de triomphe romains. La composition devait donc guider le regard vers le sommet où trônait la figure du pape, un symbole de sa transition vers l'immortalité. Ce dispositif évoque donc des principes de la Renaissance. L'architecture et la sculpture s'unissent pour glorifier la figure humaine et donc, par extension, l'autorité divine. Dès 1513, un second projet est conçu. De mausolée autonome, il devient un monument adossé à un mur. Le style combinant classicisme impérial et gothique fut alors remplacé par une reprise du tombeau traditionnel florentin, comme le montre cette étude du maître aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York. Et je vous passe les différentes versions successives. Finalement, le projet se limita à seulement 7 statues, dont seulement 3 furent effectivement réalisées par Michel-Ange lui-même. Parmi elles, la statue de Moïse. Souvenez-vous, dans le projet initial, il devait y avoir plusieurs statues de prophètes. Michel-Ange considérait donc cette sculpture de Moïse comme la pièce maîtresse. Et selon ses propres mots, elle suffisait à elle seule à honorer la sépulture du pape Jules II. Et d'ailleurs, les esclaves de Michel-Ange ne sont finalement pas intégrés au projet final. On peut effectivement les admirer au musée du Louvre. On le voit, l'évolution du projet, elle a été marquée par de nombreux moments d'abandon et de reprise. Cette situation engendra une grande frustration pour Michel-Ange. Michel-Ange préférait en effet de loin la sculpture à la peinture. Et lorsqu'il dut abandonner temporairement le projet du tombeau pour s'atteler à la chapelle Sixtine, ce fut sous la pression insistante de Jules II lui-même et non par choix personnel de l'artiste. Michel-Ange revint à ce projet à plusieurs reprises, notamment après la mort du pape, à la demande des héritiers de Jules II. Les esclaves, ces 2 statues, elles étaient conçues pour figurer au niveau inférieur du monument. Elles furent finalement retirées du projet. Ces statues, elles demeurent inachevées et témoignent de la version initiale, grandiose, que Michel-Ange avait pour le tombeau. Commençons par regarder le premier d'entre eux, l'esclave mourant. L'esclave mourant représente la beauté humaine dans un état de totale détente. Sa tête inclinée, ses paupières mi-closes et la position générale de son corps évoquent une forme d'abandon. Un abandon où la mort est perçue non pas comme une fin tragique, mais comme une libération apaisante. L'esclave mourant incarne l'idée néoplatonicienne de la Renaissance selon laquelle l'âme se libère de la matière pour atteindre un état supérieur. Michel-Ange choisit de laisser apparente une certaine incomplétude dans les traits de cette sculpture. C'est une manière de signifier l'inachèvement inhérent à la condition humaine en quête perpétuelle de transcendance. La deuxième sculpture, l'esclave rebelle, contraste fortement avec l'esclave mourant. Là où l'esclave mourant semble se laisser aller dans une forme d'abandon, l'esclave rebelle, lui, incarne la lutte. On observe une tension remarquable dans les muscles, une posture torturée qui semble vouloir se libérer des chaînes invisibles qui l'entravent. Les traits du visage marqués par l'effort et la torsion du corps traduisent la souffrance, la résistance et un désir de libération non accompli. Cette dynamique captive l'observateur, suggérant un combat constant, un combat symbolisant la condition humaine et ses luttes perpétuelles contre les contraintes physiques et spirituelles. À travers l'esclave rebelle, Michel-Ange exprime de manière magistrale cette idée de la figure prisonnière du bloc de marbre. Une métaphore puissante du potentiel humain entravé par des limitations matérielles. L'acharnement de l'esclave rebelle est aussi un reflet de l'esprit de Michel-Ange lui-même. Michel-Ange était toujours en quête de libération artistique, luttant contre les contraintes imposées par ses commanditaires et par les limites de la matière.
un élément que l'on retrouve déjà dans sa sculpture de David. Alors pourquoi et comment les esclaves sont-ils arrivés au musée du Louvre? Après l'abandon définitif de certaines parties du projet, ces sculptures restèrent finalement inachevées. Michel-Ange fit don de ces deux statues à son ami Roberto Strozzi en 1546. Strozzi les offrit au roi de France peu de temps après. Alors, compte tenu de la date, on ne sait pas s'il s'agissait encore de François Ier ou déjà de Henri II. En revanche, on sait qu'en 1550, Henri II les donna au connétable Anne de Montmorency. Anne de Montmorency les installa alors dans les niches de la façade du château d'Écouen, comme on peut le voir sur cette gravure de cette époque. Les esclaves furent ensuite offerts en 1632 au cardinal de Richelieu. Mais leur parcours ne s'arrête pas là. Ils passèrent alors de collection privée en collection privée jusqu'en 1793, où ils échappèrent de peu à une nouvelle vente et devinrent réservés pour la nation. C'est donc à partir de 1794 qu'ils intègrent le Louvre. Le parcours des esclaves témoigne des vicissitudes des commandes artistiques de la Renaissance. Il illustre aussi, cependant, l'intérêt durable de la France pour les chefs-d'œuvre de Michel-Ange et leur place prééminente dans la culture artistique européenne. Mais les esclaves du Louvre ne sont pas les seules sculptures que Michel-Ange avait prévues pour le tombeau de Jules II. À la Galleria dell'Accademia, à Florence, se trouve également une série de statues inachevées appelées les Prigioni. Comme les esclaves, ces figures semblent lutter pour se libérer du marbre qui les emprisonne. Les Prigioni offrent un parallèle saisissant avec les esclaves du Louvre. Tous expriment la lutte intérieure et la quête de liberté contrariée, des thèmes profondément chers à Michel-Ange. On peut percevoir la continuité de la vision de l'artiste, qui malgré l'inachèvement des œuvres, ont marqué l'histoire de l'art par leur expressivité et leur force dramatique. On le sait, Michel-Ange s'inscrit parmi les figures de proue de la Renaissance, ce mouvement artistique et intellectuel cherchant à réhabiliter l'héritage de l'Antiquité tout en redéfinissant la place de l'homme dans l'univers. Sa fascination pour le corps humain n'était pas simplement une quête esthétique, mais un moyen de refléter la perfection divine. Pour les artistes, représenter le corps dans les moindres détails était une façon d'exprimer la grandeur de la création. Chaque muscle, chaque geste cherche alors à atteindre une forme de transcendance. Dans les esclaves, Michel-Ange ne se contente pas de représenter le corps humain, il en fait le vecteur de la quête de perfection, reflet de la divinité elle-même. Cette recherche de la perfection divine, elle préfigure également l'émergence du maniérisme, ce mouvement artistique qui suivra la Renaissance. Le maniérisme, lui, se distingue par des formes allongées et une expressivité exagérée. Le maniérisme, il s'écarte de l'harmonie classique pour explorer des compositions plus dramatiques, plus complexes. Par ses sculptures inachevées et ses figures tourmentées, Michel-Ange ouvre la voie à cette nouvelle esthétique où la poursuite de la perfection cède progressivement place à la tension et au questionnement sur la nature même de l'humanité. Ces deux sculptures, elles vont bien au-delà du statut d'œuvre inachevée. Elles sont le témoignage de la vision de Michel-Ange sur la condition humaine, une lutte perpétuelle entre la liberté de l'âme et les contraintes de la matière. Les esclaves rappellent que l'art n'a pas besoin d'être parfait ou achevé pour véhiculer une émotion profonde. Alors, la prochaine fois que vous observerez les esclaves, souvenez-vous que la beauté peut résider dans l'incomplétude, dans cette lutte éternelle pour se libérer des chaînes qui nous retiennent. En attendant, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et vous pouvez retrouver de nombreuses autres vidéos sur ma chaîne. À très bientôt pour continuer de porter ensemble un autre regard.